Oui. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce léger retard. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et qui, pour le coup, nous concerne tous, à la fois parce qu'on est en Polynésie française à Papeete et parce que nous avons toutes les chaînes qui représentent les différents territoires qui vont participer au débat. Et donc le sujet, c'est la place et le rôle des télévisions régionales dans le nouveau paysage audiovisuel que nous sommes en train de vivre. Nouveau paysage audiovisuel, évidemment, qui est extrêmement impacté par l'essor des plateformes, par la multiplication des vidéos qui sont mises à disposition du public. Et dans ces conditions et dans ce contexte, comment les télévisions régionales arrivent à se positionner? Qu'est-ce qu'elles font pour justement continuer à attirer le public et en particulier les jeunes? Et quelles sont les initiatives qui sont menées, aussi bien du point de vue des actions, mais également du point de vue réglementaire pour pouvoir conserver une part de voix importante vis-à-vis de tous les publics. Alors, autour de la table, même s'il nous manque encore quelques invités, je vous demande d'accueillir donc, en commençant par Tepiu Bambridge, qui représente Polynésie la première. Bonjour. À ses côtés, nous avons Bénédicte Gambet, qui représente Nouvelle-Calédonie la première. Ensuite, nous avons Samantha Reno-Mazzocco, qui représente Canal+ en Nouvelle-Calédonie. Puis Shane Fazel, qui représente le SPADOM, avec également en ligne sur l'écran Maya Le Texier, qui est donc aussi au SPADOM, mais également l'ancienne directrice générale d'Antenne Réunion, donc pour l'île de la Réunion. Et à mes côtés, Mateata Mamatouya Utapu, qui est la directrice générale de TNTV. Voilà, et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a de l'ambiance. Elle est venue avec son public, donc forcément, elle a des supporters dans la salle. Alors, je ne sais pas qui veut commencer par prendre la parole, mais effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la multitude d'images fait que la concurrence est de plus en plus forte, et donc chaque chaîne doit être innovante, doit également s'adapter à ce nouveau marché et donc développer des initiatives, que ce soit sur Internet ou d'ailleurs d'autres types de façons de diffuser l'information, le divertissement et les contenus. Donc je vais peut-être commencer par la première personne qui est à ma droite, qui est Mateata et qui représente TNTV. Bonjour tout le monde. Alors oui, aujourd'hui, on est inondé d'images venant de l'extérieur. Aujourd'hui, on doit faire avec. On ne peut pas faire autrement. Ça devient de plus en plus compliqué d'acquérir, on va certainement en parler, hein, d'acquérir des programmes, puisqu'avec la multitude des plateformes qui se sont créées dans le monde, ça devient de plus en plus compliqué d'acquérir des programmes. Donc à TNTV, on a décidé, plutôt que de se laisser envahir, qu'on allait envahir le monde. Donc, du coup, on a créé depuis 2017, on diffuse sur les box en métropole et un peu partout en Océanie, un canal qui est composé exclusivement de programmes locaux, des programmes dont on a les droits évidemment, et sinon ce serait illégal. Et donc, du coup, on a trouvé cette idée-là pour, d'une part, faire la promotion de notre destination, de la Polynésie, et d'autre part pour montrer que dans cet océan d'images venues de l'étranger, créées à l'étranger, on a une petite goutte qui s'appelle d'images de Polynésie. Et les derniers sondages, puisque régulièrement nous faisons des sondages sur les box diffusés essentiellement en France, mais maintenant à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Zélande, en Australie. On peut être content des résultats parce que sur 28 millions de foyers potentiels qui peuvent recevoir les images de la Polynésie, on est à peu près à 200 000 personnes connectées régulièrement.
Ça fait beaucoup pour ici, ça fait peu pour l'extérieur, mais 200 000, c'est un bon début, je pense. Et on espère pouvoir continuer à se développer comme ça et en faire encore plus parler de notre Fénois. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec le Fénois, justement, donc avec Pauline Zé la première, pour savoir, même question, comment aujourd'hui, tout en faisant partie du groupe France Télévisions, donc qui est un très grand groupe, comment les antennes locales arrivent à inonder et à occuper le terrain sans être forcément impactées d'ailleurs par une politique nationale, métropolitaine, qui peut être très différente de ce que vous faites en local. Je vais répondre. Aujourd'hui, en fait, enfin hier, on va dire, là je vais répondre par exemple à la Calédonie. On disait que la télé était concurrencée par 110 chaînes, avec le bouquet, la radio par 4 radios. Avec l'arrivée du numérique, en fait, on est concurrencé par des millions, des milliards de personnes, quoi, en fait. On est en concurrence avec le voisin, enfin l'individu qui filme aussi l'événement avec nous, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, en tant que chaîne, c'est de se poser la question, de se dire, c'est pas nous aujourd'hui qui décidons de ce que les gens voient, regardent, et donc de s'adapter à ces cibles et de faire des choix, parce que les fonds ne sont pas énormes, donc de se dire qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons montrer, quelle est notre responsabilité en tant que chaîne régionale, de montrer les choses, de montrer à nos Calédoniens, mais aussi au monde, parce que c'est accessible au monde. Et après, de se dire aussi que dans notre manière de fabriquer, mais aujourd'hui, en fait, on a tellement de temps de retard, de se dire qu'on doit fabriquer, mutualiser la fabrication pour que ça soit multidiffusé. On ne peut pas faire une équipe qui va faire qu'un documentaire télé et puis se dire que une autre équipe va se débrouiller pour faire autre chose. C'est d'amortir et de se dire qu'avec cette offre-là, cette information-là, comment on peut multidiffuser. Et après, on est dans l'édito, donc on ne s'occupe pas au-delà, mais il y a aussi un challenge technologique aussi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller atteindre et pouvoir être à l'affût de toutes les dernières technologies et s'adapter rapidement. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas encore, ou alors je ne suis pas au courant et je suis là pour ça. Merci, on va en reparler. Je passe la parole à Maya qui peut nous décrire également l'état de la situation des télévisions locales, privées et autres sur l'île de la Réunion. Est-ce que tu peux nous donner rapidement, nous brosser le portrait du paysage audiovisuel local? Alors, à La Réunion, il y avait auparavant une autre télé privée, télé créole, qui était diffusée sur la TNT, qui ne l'est plus, qui n'est plus uniquement diffusée que sur l'offre FAI, parce que son modèle, évidemment, on sait que les modèles sont compliqués sur nos territoires. Si on n'a pas une part d'audience suffisante pour aller chercher du chiffre d'affaires, des revenus publicitaires, on a un modèle qui reste très très périlleux. Ce qui a été le cas pour donc cette chaîne qui n'a pas réussi à passer ce que j'appellerais le plancher d'audience lui permettant d'avoir un modèle économique. Donc on a à La Réunion uniquement la première, donc Réunion Première, et la chaîne leader locale qui est leader depuis plus de 20 ans, qui est Antenne Réunion et qui a une mini TF1 qui ressemble pas mal à TNTV en termes de programmation, avec vraiment une part très belle laissée à tout ce qui est l'identité et la culture, et après aller piocher des programmes qui correspondent à nos cibles identitaires chez TF1 ou en dehors. Nous, en l'occurrence, on a une population assez large indienne qui est friande des Bollywood, et on a été bercé, moi-même enfant, des Santa Barbara et Côte-Ouest, donc on aime beaucoup ce type de programme. Donc l'idée, c'est vraiment de créer pour la population, puisque l'audience est le nerf de la guerre, on va pas se mentir. Si on n'a pas suffisamment d'audience, on peut pas, nous, en tant que chaîne privée, vivre et offrir et produire des contenus de qualité. Donc, on va se retrouver aujourd'hui à avoir un mix de nos programmes où ça sera une alliance très fine et je dirais même intelligente par rapport à nos populations pour aller mettre aux bons horaires, au bon format de l'acquisition, et après aller chercher au maximum et optimiser ces acquisitions pour pouvoir produire avec mettre le maximum en tout cas mettre le poids du corps vers la production locale, et dans la production locale, c'est évidemment valoriser les événements locaux, la culture et le divertissement,
Typiquement, à La Réunion, on sait qu'on a le côté culinaire qui est très fort. Donc, on avait lancé avec Antenne Réunion un concours de talents culinaires et on a vu vraiment un engouement. Et par rapport à votre question qui est comment aujourd'hui on innove sur nos médias, en tout cas à La Réunion, sur la chaîne que j'ai dirigée pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, on a vraiment essayé de faire ce qu'on appelait une stratégie à 3 niveaux entre le digital et la télé. Il y avait l'information. On sait qu'aujourd'hui, l'information, c'est ce qui nous permet justement aujourd'hui de lutter et de rester des médias qui sont sérieux, qui sont des garants pour les populations, puisqu'on a une éthique journalistique et quand on produit des journaux, c'est pas de la fake news. Donc, on sait que l'information coûte très cher. Donc, c'est là où, pour moi, ces plateformes, on a quand même un très beau rôle à jouer. C'est que les plateformes aujourd'hui ne font pas de l'information locale, ils vont juste reprendre des buzz, mais ils vont pas aller quotidiennement traiter des sujets de territoire et aussi des sujets nationaux, internationaux qui peuvent concerner nos populations. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on va réussir à ramener la population, les jeunes qui sont sur le digital, donc via des Instagram, du Twitter ou même du TikTok. On s'y était mis en faisant des formats info TikTok. Et tous les jours, on avait nos journalistes qui devenaient complètement polyvalents, qui pouvaient aussi bien lancer, amorcer, faire du teaser sur les réseaux sociaux pour ramener les jeunes ou les moins jeunes qui sont digitaux vers l'écran télé, parce qu'on sait que l'écran télé restera de toute façon l'écran fédérateur familial, où on passe du temps, on n'est pas en mouvement, on a un degré d'attention et je dirais de pénétration des données et de l'information qui est transmise qui est beaucoup plus forte que quand on est sur son mobile en train de marcher, parfois en train de conduire, même si Mathéata, je suis d'accord avec toi, il faut rester dans la légalité, mais on sait que voilà que quand on est sur son ordi ou sur son téléphone, on est plutôt dans du multitask, ce qui n'est pas le cas quand on est devant sa télé, où on est plutôt dans un environnement où on est beaucoup plus dans l'attention. Donc ça, c'est le premier niveau de se dire comment est-ce qu'on ramène et on tease, et après, c'est créer aussi des formats digitaux qui vont étendre les formats qu'on avait nous sur la télé avec des coulisses, du backstage, de l'après, de l'information un peu plus, je dirais un peu plus dense dans les contenus. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la catch-up. Hein, évidemment, on l'a tous mis en place. C'est de se dire comment est-ce qu'on duplique nos programmes télé sur le digital. Donc voilà un peu au niveau du paysage médiatique de La Réunion et comment on a, nous, travaillé ces dernières années l'arrivée des plateformes qui va rester. Mais je pense que c'est là où, en tout cas, moi, je reste sereine et confiante. C'est tant que nos médias feront du travail de qualité, produiront des contenus de qualité, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas sur les contenus locaux par les plateformes. On ne va pas voir un Netflix demain qui va aller traiter de manière quotidienne des sujets de Tahiti, de la Réunion ou de la Guyane ou de Martinique. Donc c'est là, il faut qu'on continue à avoir les moyens de faire du travail qualitatif, de l'information qualitative pour que nos médias maintiennent leur place et leur rôle auprès de nos populations. Merci Maya. Alors, avant de passer la parole à Samantha puis à Chahine, je voulais juste poser une question à l'Assemblée qui me semble importante. Vous savez qu'en France, on a une certaine obsession des chiffres et en particulier des quotas. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chaîne régionale, locale, vous avez des obligations en termes de quotas? Je parle vraiment de quotas sur les programmes locaux. Mathéata, Chahine? Globalement, en fait, il faut savoir que après, je développerai le sujet par rapport au GAFA, qui est un sujet d'ailleurs réellement global dans l'industrie, y compris en fait hexagonale. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, on a des conventions avec l'ARCOM, puisqu'en fait, on est tous des ex-CSA. Ex-CSA, pardon. Voilà. Mais maintenant, ça s'appelle l'ARCOM. Et donc, on a des obligations, effectivement, de 30% de production dans nos conventions de programmes locaux. Ce qui veut dire effectivement que produire ces programmes locaux, il faut des moyens. Et effectivement, alors, si on n'a pas aujourd'hui le marché publicitaire et une taille critique qui nous permet effectivement d'avoir des fonds pour créer ces images-là, il faut savoir quand même que créer une image, qu'on la fasse pour 200 000 personnes ou qu'on la fasse pour 7 milliards de personnes, ça coûte le même prix. Après, on discutera aussi de l'information parce que c'est extrêmement important et je développerai ce sujet-là dans un deuxième point. Mais en tous les cas, pour répondre à la première question, Pascal, oui, nous avons des obligations et elles sont toutes respectées et généralement dépassées
par les différents acteurs régionaux. Voilà. Ok, merci. Alors, on en vient maintenant à Canal+, puisque... Ah, tu veux répondre? Pour les quotas, oui, mais... Vas-y. Non, vas-y. Pas sur ça. Vas-y. Tu peux dire non, il n'y a pas de quota. C'est important pour nous aussi de le savoir. Nous, en tant que service public, oui, on est soumis à l'ARCOM. Et donc, on a des quotas qui sont contrôlés, qui nous sont imposés. Et c'est 60. C'est pour ça qu'en tant que télévision régionale, c'est un peu compliqué. Mais on a 60% de programmes français, en fait, de production, enfin, d'origine française, européenne. Oui, ça c'est la règle pour... je rappelle que les 60% oui, EOF, mais c'est important valable pour parce tout que le marché. si on veut faire une télé régionale et faire en sorte que toute la région soit visible sur les 24 heures, eh ben, c'est compliqué. Ça s'impose à nous, quoi, en fait, en tant que télévision française. Okay. Alors, Samantha, justement, on connaît le groupe Canal en France, et en particulier parce que c'est une chaîne privée, donc qui fonctionne sur abonnement, mais... Quand on part dans les territoires ultramarins, à quoi déjà correspond l'offre de Canal et ensuite, comment tu t'inscris dans le paysage audiovisuel local, en l'occurrence en Nouvelle-Calédonie? Donc nous, on a effectivement, il y a les offres, donc qui incluent le bouquet satellitaire avec les offres, les chaînes parallèles et les chaînes du groupe Canal qui sont adaptées aux zones en date et heure et où il n'y a pas de pub. Dans toutes les chaînes du groupe Canal+, il n'y a pas de pub. Et après, pour rentrer dans le détail de la chaîne locale, donc nous, on essaie de faire des coproductions mensuelles. Donc on a un rendez-vous mensuel avec un programme local qui est en général un documentaire ou une série documentaire ou un court-métrage. Donc on a ça. Après, on a lancé aussi sur la chaîne Canal+ Cinéma un rendez-vous trimestriel où là, pareil, on diffuse des courts-métrages locaux. Donc voilà, on entre comme ça déjà dans le démarrage pour le local. Ok, donc ça veut dire que vous décrochez le signal national pour l'adapter au signal local avec des productions locales. Oui, via le CDN, en fait, tout est reformaté pour nos zones. D'accord. Mais par contre, c'est diffusé aussi sur les autres Canal+. D'accord. Et justement, en termes de bouquet, par rapport à ce qu'on connaît en métropole, est-ce qu'on est également dans cette logique de distribuer d'autres offres ou est-ce Tout à fait. D'accord. Donc, oui, par exemple on a Netflix, Disney+, voilà. Paramount+, oui, ils sont toutes dans nos offres pour avoir qu'un seul support. D'accord. Mais nous, on essaie quand même de se concentrer sur les chaînes Canal+. C'est en tant qu'agrégateur pour... convenir le plus possible, s'adapter à l'abonné pour qu'il ait qu'une offre et qu'avec une seule télécommande sur qu'un support. Mais après, nous, notre objectif, c'est de promouvoir Canal+ Calédonie et de développer les productions locales. Donc ça, en fait, on met en place des stratégies. Donc on a une stratégie groupe nationale. Donc ça fait 1 an qu'on a créé Canal+ Outre-mer. Donc là, qui est un corner accessible via la métropole et qui donne sur les zones Canal+ Réunion, Océan Indien, Caraïbes et Océan Pacifique. Et donc dans ces corners, après on a tous nos coprods, les productions de chaque zone. Et donc ça nous montre une ouverture parce que déjà dans le replay, on est via nous en Calédonie, on peut voir les coproductions des autres zones. Et surtout via la métropole. Et on s'est aperçu que, par exemple, donc là, c'est que sur les offres OTT, mais que, par exemple, une coproduction locale, il y avait à peu près, on va dire, 1000 personnes qui l'avaient regardé en Calédonie. Via cette ouverture, on est passé à plus de 20 000 sur un documentaire. Donc ça, c'est génial pour les productions locales et cette ouverture. Et on voit quand même qu'il y a un intérêt. Okay, et merci. Après, je continue, pardon. Et du coup, on essaie d'avoir une stratégie de communication en 360. Donc, on va faire du digital avec des TikTok, Insta, Facebook. Donc, on envoie ce qu'il faut. Après, on fait quand même de l'affichage, de la pub, de la radio. Et en fait, sur chaque contenu qu'on veut mettre en place, donc en majorité sur les productions locales, on axe vraiment en 360. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est de créer des événements. Et donc, j'essaye à chaque fois d'organiser une projection
de sensibiliser l'abonné, de créer un choix. Donc, par exemple, pour les 20 ans d'éco-production, on a mis en place un jeu, entre guillemets, où les abonnés et autres, et pas que les abonnés, justement, pour permettre aux autres de voir aussi, de faire un choix de coproduction. Donc, on avait une sélection sur les 20 ans, on avait choisi 10 coproductions, et les abonnés et autres abonnés, quoi, sur nos pages, devaient choisir le film qu'ils voulaient voir au cinéma. Et donc là, du coup, il y en a 2 qui sont sortis du lot, donc La Tribu de l'Invisible et Totem Requin, qu'après qu'on a diffusé dans les zones, donc au cinéma dans le nord de la Calédonie et dans tous les cinémas qui sont disponibles en Calédonie. Voilà. Donc c'est des actions voilà, qu'on essaye de mettre en place pour communiquer le plus possible sur nos produits locaux. Ok, oui. Préciser pour les producteurs qui sont là, parce que pour les intéresser, en fait, en Calédonie, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions ou autres pays, mais en fait, en Calédonie, on a, en fait, quand Canal investit sur un énorme documentaire, elle communique, pas de souci, ou calédoniens, hein, on va dire nos concurrents, mais en fait nos amis, parce qu'en fait, la visibilité de la Calédonie, si on est 3 et si on arrive à faire en sorte qu'il y ait des documentaires, eh ben on n'a pas de fierté à se tirer dessus. L'idée, c'est de plutôt, ils les ont fabriqués, et puis quand les droits sont terminés, on les récupère gentiment, on leur demande, et puis on diffuse, quoi, en fait. Je sais que pour d'autres pays, c'est différent, et après, je critique pas, hein, mais pour la Calédonie, on a ce point de vue-là pour se dire, la Calédonie est moins vue que d'autres pays, et on est tout petit au bout du monde. Et si on peut rediffuser les documentaires que les producteurs peuvent, dès que les droits sont libérés, ils nous le revendent. Évidemment, l'achètent moins cher, mais au moins il y a encore une vue, quoi, d'autres téléspectateurs qui regardent, d'autres internautes, et ainsi de suite, quoi, en fait. Ok, merci. Alors, je vais passer la parole à Shane, qui va rapidement nous présenter le SPADOM, mais également les actions qui sont menées justement pour défendre les intérêts des chaînes locales. Et je tenais à faire une petite parenthèse par rapport à une session qu'on a eue hier après-midi, qui était sur la présence des femmes dans l'audiovisuel ultramarin. Et vous voyez aujourd'hui la composition du panel. Pour le coup, voilà, c'est que comme il y a des quotas dans un sens, on pourrait se dire mais il faut une parité dans l'autre sens. Dans tous les cas, oui, mais justement. Tout l'honneur vous revient. Donc Shane, pour le SPADOM. Alors, donc, déjà pour expliquer la création du SPADOM et l'intérêt de l'avoir créé. Il faut savoir qu'effectivement, on a, nous, aujourd'hui, des télévisions généralistes privées en Outre-mer, dont une SEM ici, qui font partie du SPADOM. Alors au départ, en fait, le SPADOM existait il y a à peu près une vingtaine d'années. Ça regroupait les professionnels de l'audiovisuel plutôt côté radio. Et à la demande des pouvoirs publics pour nous faire entendre, puisqu'en fait on est petit, on a réuni en fait 2 associations qui étaient donc l'ATOM, l'association des télévisions privées d'outre-mer, et le SPADOM. Donc aujourd'hui le SPADOM, juste pour la composition rapidement, est présidé par Mario Lechat, qui malheureusement ne pouvait pas être présente, et on a ensuite des vice-présidents par territoire. Il faut savoir qu'on est présent sur tous les territoires ultramarins, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit aux Antilles ou que ce soit dans l'océan Indien. Maya, qui est avec nous, est la vice-présidente aussi du SPADOM au niveau de la Réunion. Et donc, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, effectivement, on est tout petit, on a toujours été tout petit, et la seule manière qu'on a eu de se frayer un chemin dans le paysage audiovisuel et d'exister et parfois même d'être leader comme à La Réunion, c'était effectivement de mettre un certain nombre d'intérêts en commun, même si effectivement on a des spécificités, et ce qui fait la richesse d'ailleurs même de notre pays de manière générale, ce sont ces territoires-là.
Et c'est ce qu'on essaye, nous, effectivement, de défendre au quotidien auprès des pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai problème. Avant, on avait effectivement on va dire une concurrence assez exacerbée avec nos amis du groupe public, parce qu'effectivement, le groupe public ayant forcément une assise à travers les premières, ils sont aussi quand même, ils ont quand même un groupe qui est puissant effectivement derrière à Paris. Et nous, on n'a pas forcément les mêmes types de moyens. Donc effectivement, à un moment, c'était un peu compliqué puisqu'on était un peu dans une situation, on va dire, un peu déséquilibrée. Et puis après, le temps avançant, aujourd'hui, il faut savoir que moi en 96, j'ai tout de suite parlé à l'époque ça s'appelait RFO, et je parlais déjà de RFO et les télévisions généralistes privées d'outre-mer, concurrence et complémentarité. Aujourd'hui, on a bien compris que on était complémentaires. On est complémentaires. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, sur les droits du sport, compte tenu du fait qu'ils coûtent extrêmement cher, on a aujourd'hui des partenariats de complémentarité sur Avant, en fait, effectivement, il y avait des surenchères entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet esprit-là. Et on est là pour permettre à nos publics d'avoir accès à ces compétitions sportives. Et on est partenaire, en fait, pour avoir le sport, puisque, en fait, nous, notre intérêt premier, l'intérêt, c'est le public. Après, on a un autre sujet qu'on défend et qui devient extrêmement grave. C'est que aujourd'hui, on est en train de rentrer dans un monde où on peut le dire, un tsunami qui nous est tombé dessus, qui sont les GAFA. Pour donner des chiffres, puisque Pascal aime bien les chiffres, il faut comprendre qu'une société comme Netflix, ça représente 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires par mois. Donc pour donner des ordres de grandeur, une société comme TF1 est valorisée aujourd'hui 1,5 milliard d'euros. Une société comme M6 est valorisée 2 milliards. Donc, vous avez d'un côté des sociétés comme celle-là qui sont des grosses sociétés, qui sont des sociétés nationales et qui sont déjà elles-mêmes submergées par cette déferlante des plateformes type Netflix et Disney, et Amazon, etc. Le vrai sujet que nous, on défend auprès des pouvoirs publics, c'est qu'il en va aussi de la souveraineté de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'un côté, effectivement, ces plateformes qui sont en train de dominer globalement le paysage audiovisuel mondial. Alors autant vous dire que nous, au milieu de tout ça, on est vraiment des microbiotes. Néanmoins, on leur fait comprendre une chose essentielle dans nos combats au quotidien, puisqu'en fait on mène énormément de combats, notamment avec Maya. On a encore des réunions la semaine prochaine avec un certain nombre d'interlocuteurs du gouvernement. C'est que effectivement là on est dans une période critique. Si on souhaite avoir de l'information fiable, parce que ce soit des amis de France Télévisions ou nous, en fait, nous avons des rédactions avec des gens qui font de l'information fiable. On a une rédaction chez TNTV, on a une rédaction chez Antenne Réunion, on a une rédaction aux Antilles, et faire de l'information fiable et de proximité, ça a un coût. Et nous, on est les seuls, on peut se dire que nous, les télévisions régionales de proximité, on est les seuls à s'intéresser réellement à ce qu'attendent en fait les populations locales. C'est finalement ce qui se passe chez elles. C'est pour ça qu'effectivement la proximité est extrêmement importante. Mais cette proximité ne peut exister que par du financement. Et donc aujourd'hui,
sur le modèle global des télévisions privées en Outre-mer, le financement, il provient de quoi? Il provient de la publicité. On a vécu une crise sans précédent, qu'on a tous vécu dans le monde. Et en plus, nous, on a eu droit aux Gilets jaunes, qui était un sujet voilà, franco-français, mais bon, voilà, qui nous a impacté. Et derrière les Gilets jaunes, on a eu le Covid. Alors, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais fait autant d'audience sur l'ensemble de nos écrans des différents territoires, mais malgré le fait qu'effectivement il y a eu énormément d'aides et effectivement on a eu la chance en France par rapport même à d'autres pays européens d'avoir des aides dans certains secteurs d'activité, pour l'audiovisuel en fait et pour des chaînes de télévision, ces aides n'étaient pas adaptées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, nous, on ne sait pas faire des reportages avec des gens qui sont chez eux. Donc le chômage partiel, ce n'était pas une aide, effectivement, qui était adaptée pour nous. Donc en fait, on a envoyé des gens auprès des populations pour leur donner la parole, pour leur expliquer des choses, pour les rassurer, parce que c'est aussi notre rôle. Mais en revanche, effectivement, on n'avait aucune rentrée publicitaire. Donc tout ce modèle-là, aujourd'hui, est en danger. Et en contrepartie de ça, aujourd'hui, on a des GAFA qui déversent des tombereaux de fake news. Voilà, donc c'est une réalité, tout le monde le sait. Et il n'y a pas... tout à l'heure, on parlait de conventionnement. C'est extrêmement important. Nous, on a des règles extrêmement draconiennes en matière d'information, en matière de production, que n'ont pas les GAFA. Je veux dire, les GAFA, sous la sacro-sainte parapluie de la neutralité du net, en fait, ils n'ont pas de directeur de publication. Alors, dans cette salle, il y a des gens qui savent très bien ce que ça veut dire qu'être un directeur de chaîne dont notre cher ami Maya Le Texier s'est retrouvé effectivement à avoir des réponses à donner. T'étais en garde à vue ou non? Oui, j'ai regardé. Voilà. Donc, en gros, juste parce qu'effectivement, on a une responsabilité sur l'information. Et encore une fois, même si on est avec aujourd'hui des producteurs, parce que j'y viendrai après, et que c'est le sujet du FIFO, il faut savoir que toutes ces télévisions qui sont représentées au sein du SPADOM, c'est des milliers d'emplois. Et surtout, il en va de la richesse de notre pays. Ensuite, il y a le sujet du pluralisme. C'est-à-dire que nous, on défend en fait un modèle qui est essentiel. C'est que, encore une fois, le service public a toujours existé depuis l'ORTF. Si demain, effectivement, ces modèles-là de télévision alternative venaient à disparaître, d'abord, je pense que ça serait même pas bien, on en a déjà parlé, même avec nos amis et concurrents du service public, je ne pense que ça ne serait même pas bien pour le service public que ces alternatives disparaissent. On a eu d'ailleurs un certain nombre de discussions aussi sur le sujet de l'apaisement social pour avoir des réels moyens et des fenêtres d'expression pour les populations locales. Moi, je m'entretiens régulièrement en fait avec la sécurité publique en France. Lorsqu'on a 3 avions remplis de CRS qui partent aux Antilles pour régler des problèmes, avant de les envoyer, peut-être qu'effectivement, si on donnait des réels espaces d'expression aux gens pour qu'ils puissent effectivement évoquer leurs problèmes de manière plus apaisée, peut-être qu'on aurait moins besoin d'envoyer la force publique régler des problèmes et on aurait moins de dégâts. Donc c'est sur tous ces sujets-là aujourd'hui que le SPADOM travaille. Après, pour revenir concrètement dans les actions qu'on a menées et qu'on mène. On a travaillé pendant près de 3 ans
avec une très grande députée de la Polynésie française qui nous a beaucoup soutenu et aidé, qui s'appelle Maïna Sage, sur la loi sur l'audiovisuel. Bon, malheureusement, en fait, c'est une loi. Alors, il faut savoir aussi qu'en France, ce qu'il y a de formidable dans les lois, c'est qu'on a une loi sur la presse qui date quand même de 1881, on est en 2023, et qu'on a une loi sur l'audiovisuel qui date de 86. Et qui a été légèrement amendée, mais en fait, finalement, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les GAFA, eux, ils avancent, et nous, en fait, on est en stand-by. On est là, on discute, pendant que eux, ils sont en train de nous écraser. Donc, je finis juste sur les deux actions majeures qu'on est en train de mener. Qui sont extrêmement importantes, et ça vous intéresse aussi, c'est le SIG. Alors le SIG, c'est quoi? C'est le service d'information du gouvernement. Il faut savoir que le SIG a un budget, ce sont toutes les campagnes nationales, mais pour la République française, donc en ceux y compris l'outre-mer, sur toutes les politiques de prévention, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur tous les pouvoirs régaliens, on va dire, des différents ministères. Bon. Ce qui pose problème aujourd'hui, et c'est ce qu'on a soulevé, c'est que l'outre-mer, les ultramarins représentent 4% de la population française. On a démontré que les investissements faits par le SIG sur ces médias-là représentait 0,5%. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une totale rupture d'égalité vis-à-vis de la Constitution entre un habitant ultramarin et un habitant de l'Hexagone, ce qui est totalement anormal. Et effectivement, c'est un sujet qu'on a mené au Parlement. On a déposé des amendements d'appel sur le sujet. Alors, on était en plein 49.3, c'était compliqué, etc. Mais en tout cas, on sensibilise le gouvernement sur ces sujets-là. Parce qu'effectivement, l'outre-mer, qu'on le veuille ou non, c'est une des plus grandes richesses de notre pays. Et effectivement, ça serait bien qu'on soit aussi traité de la même manière en outre-mer que dans l'Hexagone. Donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, et là c'est vraiment un sujet global qu'on défend. Et ensuite, il y a la deuxième problématique, c'est l'éloignement qu'on a. C'est-à-dire qu'effectivement, nous on a des problématiques de surcoût liées à nos territoires. On a un peu des aberrations aujourd'hui qui sont que nous devons rapatrier des signaux de 22 000 km sur des multiplexes à Paris pour remonter sur la TNT. Alors, au-delà de la problématique de la sobriété énergétique, il y a juste des problématiques de coût. Sur la Polynésie française, qui est un excellent exemple, on est sur un territoire qui est grand comme l'Europe. Les coûts de diffusion sont exorbitants. Donc, quand vous rajoutez en fait aujourd'hui tous ces coûts qu'on a par rapport à d'autres acteurs de télévision locale, effectivement, il y a aussi une rupture d'égalité. Alors avant, on pouvait supporter ces coûts-là. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'effectivement, entre la problématique des GAFA, entre la problématique de la publicité, entre le fait qu'on a aussi de plus en plus de difficultés à avoir accès à des programmes à forte audience, parce qu'effectivement, ils sont bloqués par les GAFA, ça devient effectivement très compliqué et très préoccupant. Sur ce qui est des producteurs, effectivement, aujourd'hui, on est en train... On peut en parler après pour continuer à redistribuer un peu la parole. Merci Chahine pour ce long et très intéressant exposé. Je veux quand même faire une toute petite remarque concernant les GAFA. Je connais très bien aussi la situation des médias en France et en Europe qui sont pour le coup dans le même niveau d'égalité que les ultramarins. Par rapport aux attitudes des GAFA, ça pose des problématiques au niveau de l'Europe, ça pose même des problématiques au niveau de la régulation aux États-Unis, qui peuvent d'ailleurs aboutir à un moment donné au démantèlement de certaines entreprises. Ça a déjà été le cas. Donc ça, c'est un sujet
qui malheureusement nous dépassent et dont il faut tenir compte. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand même de revenir sur les actions concrètes que vous menez localement, parce que je pense qu'il y a aussi du positif à tirer de tout ce que vous faites, justement pour défendre, on va dire, les couleurs des territoires. Peut-être, je recommence toujours dans ce sens-là, Mathéata, quelles sont les actions concrètes que TNTV mène, justement, alors, je ne vais pas dire vis-à-vis des GAFA, mais vis-à-vis des plateformes. Je crois que Laurence t'intervient pas mal sur le sujet numérique pour TNTV, donc de voir quelles sont les actions qui sont menées par TNTV justement pour essayer d'ouvrir le spectre de la chaîne et d'aller chercher aussi les jeunes et tous les moyens de communication mis à disposition aujourd'hui. Alors oui, effectivement, on a bien vu que... Alors moi c'est Laurence Liao, je suis à TNTV et je m'occupe du multimédia, du digital. À TNTV, effectivement, on a bien vu l'engouement pour les jeunes sur les réseaux sociaux. Chaque année, ça peut changer aussi. Donc, par exemple, là, TikTok, ça fait quelques années, peut-être 1 ou 2 ans que ça a bien décollé en Polynésie. Du coup, nous, en tant que chaîne de télévision, on essaie évidemment d'aller toucher ces jeunes. Et donc, on va retravailler notre contenu, comme chacun d'entre vous, j'imagine. Notre contenu de base, éditorial, que ce soit information ou divertissement, ou la proximité, tout ce qui peut toucher, en fait, les jeunes. Donc, on va essayer, en fait, certaines choses sur les réseaux sociaux et voir comment ça marche, parce qu'en fait, on n'a pas de clé. Voilà, on n'a pas de recette magique, c'est pas comme ailleurs. Chacun a son territoire et chaque population est différente et utilise les réseaux sociaux différemment. On a bien vu en Polynésie, par exemple, que Facebook, il y a tout sur Facebook. C'est le Twitter de Polynésie. Ici, en Polynésie, on n'utilise pas trop Twitter pour les news, mais c'est Facebook. Facebook, il y a les lives Facebook tout le temps. Voilà. Donc, limite, aujourd'hui, on est en train de diffuser à la télévision et sur Facebook parce que ça touche beaucoup de gens, en fait, sur Facebook. D'autres gens, évidemment, puisqu'à la télévision, on a plutôt une population un peu plus âgée ou voilà, en famille, à la télé, qui regardent. Mais voilà, aujourd'hui, on va toucher beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Et chaque nouveau canal, en fait, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même compliqué parce qu'à chaque fois, il faut s'adapter et il faut des moyens. Voilà, comme on dit. Mais on voit quand même que ça élargit en fait notre présence pour ramener les gens en fait vers la télévision. Donc c'est pas plus mal. Ce qui veut dire que les lives sont majoritairement diffusés simultanément via la chaîne et via Facebook. Souvent. D'accord. Et pour Polynésie la première, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Oui. Donc quasiment tous nos contenus télé sont proposés, pas forcément sur Facebook, mais sur notre site internet tout le temps. Et donc, parfois, on fait le choix de le mettre sur Facebook, pareil que pour TNTV, pour ramener plus de public. La politique à l'avenir, ça va être de les ramener sur le site. Donc, de diminuer l'offre de contenu, de live sur voilà, Facebook, les réseaux sociaux, et de les ramener sur notre site. Ça va être la politique du groupe. Et la politique du groupe par rapport à ça, c'est dans une optique d'audience sur le site. D'accord. Donc, oui. Mais quand on parle du site, c'est France.tv ou c'est... c'est Polynésie la première, hébergée sur France.tv. D'accord. Donc je continue ma question. Est-ce que c'est dans des objectifs d'audience pour le site et donc de publicité que c'est rapatrié sur un site quand même qui est assez généraliste en termes de porte d'entrée? Sur le site, il n'y a pas de publicité du tout. D'accord. Voilà. Si. Alors, moi, je ne l'ai pas. En fait, on a évacué toute la publicité qui est sur le site, sur l'affichage, mais il y a les pré-rolls. Les pré-rolls qui sont imposés sur chaque vidéo, en fait. Et ce sont des pré-rolls locaux? Les pré-rolls locaux, principalement, mais ça peut être aussi des pré-rolls... en fait, c'est France Télévisions, par exemple, il y a
un achat France et Outre-mer, par exemple pour les shampoings L'Oréal, et c'est récupéré, de toute façon c'est payé pour l'Outre-mer et donc c'est diffusé dans les pré-rolls de Calédonie et de Polynésie. Okay. Mais nous, en fait, notre offre, c'est de se dire, il y a 12 ans, Wallace est là, Wallace a lancé un commando documentaire en se disant, là, l'objectif, c'est une case hebdomadaire. Aujourd'hui, on va dire que sur notre chaîne, c'est acquis. On a une case documentaire qui est là, un budget dédié pour ça. Aujourd'hui, à côté, il y a Ambre Lefebvre, qui là, c'est le commando pour le numérique, parce que en fait, nous avons des entreprises qui sont lents à la détente, sauf que le numérique, c'est tous les 6 mois, il y a quelque chose qui se passe. Et donc de se dire que son équipe s'adapte, apprend très vite à ces TikTok, comment on s'adapte, et revient vers les services en disant, au fait, il faut de l'info sous-titrée, et en fait, d'analyser la demande et de se dire pour tel réseau social, quelle forme il faut. Parce que évidemment, c'est toujours l'info, parce qu'au niveau local, c'est l'information que les gens demandent. Et donc, pour attirer un public vers nous, c'est toujours par l'info, par l'actu, et après pouvoir leur proposer autre chose. Et évidemment, on propose d'autres choses, mais je crois qu'Ambre peut en rajouter par rapport à ça. Bonjour. Voilà, je voulais déjà juste revenir sur la politique de distribution des contenus de France Télévisions d'une manière générale, pardon, et sur Nouvelle-Calédonie la première. Nous, on a vraiment fait le choix de ne plus être dans une politique d'hyper-distribution, mais vraiment de distribution maîtrisée de nos contenus. C'est-à-dire que nos émissions, nos intégrales vont être vraiment proposées sur le site avec une vraie valorisation et mise en valeur sur notre site. Et comme le disait Tepiu, l'avantage qu'on a également, c'est que nos contenus, nos replays sont présents sur notre site en local et sont aussi agrégés sur le site de France.tv, qui nous permet également une meilleure visibilité. Et donc nous, aujourd'hui, on va proposer peu de Facebook Live pour mettre en avant les contenus diffusés sur le site, et sur nos réseaux sociaux, on va plutôt inciter les gens à aller cliquer pour rejoindre notre site. Et ça, nous, on estime que c'est extrêmement important dans la mesure où, en plus, il y a une question de droit d'auteur, de droit d'image. On ne peut pas diffuser comme ça tous nos contenus sur nos réseaux sociaux. Et le fait est que, voilà, comme le disait Bénédicte, les réseaux sociaux, potentiellement tous les 6 mois, il y a des choses qui changent. On voit qu'aujourd'hui, Twitter est dans une position extrêmement complexe, j'ai envie de dire, et que peut-être dans 6 mois, Twitter n'existera plus. Ça peut être un jour le cas sur Facebook. Donc nous, on préfère d'abord privilégier notre site et ensuite travailler sur une valorisation, une mise en avant sur nos différents réseaux sociaux. Merci. Alors oui, exactement, parce que vous avez soulevé un point essentiel, c'est que ces télévisions dont on parle, toutes sont des alliages, et d'ailleurs très très complexes, entre de la production locale, on en a parlé tout à l'heure, donc à hauteur de 30%, et des programmes extérieurs. Le problème, effectivement, là pour le coup, en tant que spécialiste d'acquisition de droits de programmes dans le monde, c'est que bien évidemment, lorsqu'on a une programmation sur TNTV ou sur les premières, etc., et tout, on n'a pas souvent les droits, entre guillemets, internationaux, puisqu'en fait Facebook est encore une fois un réseau ouvert, et ben effectivement on ne peut pas diffuser l'intégralité de notre signal. Donc en plus il faut qu'on distingue. Nettoyer. Il faut nettoyer, Pascal connaît bien le sujet, effectivement. Donc tout ça est aussi complexe et on ne peut pas avoir les droits, par exemple lorsqu'on diffuse un film, une série, etc. et tout sur nos antennes, de le mettre sur le Facebook. Donc c'est aussi un peu cette guerre qu'on a toujours avec les ayants droit, de dire oui mais attendez, aujourd'hui nous on a le digital, donc comment on fait? Alors effectivement il faut que ce soit géobloqué, voilà. C'est juste pour rajouter au fait que ça n'est pas aussi simple d'aller tout le temps sur Facebook. Alors justement, est-ce que c'est plus simple pour le groupe Canal qui a une emprise, on va dire, sur le marché des médias, à la fois de par ses approvisionnements et de par son étendue géographique. Je rappelle que Canal, aujourd'hui, sa progression, elle est plus à l'international que sur le territoire métropolitain. Donc, est-ce que ça donne des avantages et des atouts supplémentaires ?
Je pense pas, après je peux pas répondre pour les autres, mais nous on est un peu comme pour France Télévisions, notre stratégie c'est quand même d'axer toutes nos communications vers notre site, vers notre MyCanal, vers notre app Canal+, ou mais on évite de diffuser, de faire du live, tout ce genre de choses on fait pas. Mais par contre, toutes nos communications en 360, et même on fait du TikTok, on fait de l'Insta, tout ça, et bon, chaque fois c'est pour aller sur notre site. Et quand je me connecte à MyCanal d'ici ou de Nouvelle-Calédonie, est-ce que j'ai une offre, une home différente de celle que j'ai en métropole? Tout à fait. D'accord. Et donc, après, il y a aussi la géolocalisation. Donc, par exemple, si vous êtes abonné chez Canal+ Calédonie, vous pourrez consommer votre offre en France. Mais par contre, si vous êtes abonné en France, vous ne pourrez pas consommer votre offre en Calédonie. D'accord. Alors, sachant que c'est les règles aussi du roaming européen et donc exclut certaines zones. Même question pour Maya sur La Réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, la latitude justement de pouvoir vraiment personnaliser les choses et avoir des initiatives, on va dire, ultra locales, c'est beaucoup développé ou est-ce que ça reste assez traditionnel dans le mode de distribution des programmes? Juste Pascal, pour préciser un point et après je répondrai à ta question. Pour moi, je trouve ça hyper intéressant la discussion qu'on avait là sur tout ce qui était le contenu et en tout cas les médias, enfin les médiums de diffusion qu'on utilisait, les différents canaux de diffusion. Aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose qui, en tout cas, si on doit basiquement faire un gros distinguo entre les GAFA, les réseaux sociaux, en tout cas les réseaux sociaux et nos médias, c'est qu'on a du contenu qui est fiable, qui est aujourd'hui travaillé avec qualité, qui donne du crédit et qui travaille le territoire avec de la légalité, avec de l'engagement et aussi avec, comme le disait Shane tout à l'heure, hein, de la responsabilité, que ce soit une responsabilité pénale. Alors, j'ai pas fait de garde à vue, hein, j'ai eu beaucoup de procédures, mais pas de garde à vue, Dieu merci. Mais en tant que directeur d'une chaîne de télé ou de publication, et on est, je pense, toutes concernées, c'est qu'on a aussi bien l'âme d'aller et la responsabilité de valoriser notre territoire et donc de mettre ce pied-là dans nos contenus que de respecter une légalité, une éthique dans la production, soit l'information, le divertissement. Ce que n'ont absolument pas aujourd'hui comme responsabilité les réseaux sociaux. C'est là où notre valeur première aujourd'hui, c'est nos contenus, la qualité de nos contenus, la fiabilité et le crédit de nos contenus. Donc aujourd'hui, dans les canaux de distribution, aller les donner aux GAFA, c'est-à-dire apporter du crédit à leur contenu, alors que nous, il y a un coût énorme pour le produire. C'est là où je trouve que c'est effectivement un peu hérétique de se dire qu'on va devoir se battre par les GAFA, mais en même temps, on leur donne du contenu qui est super, qui est local, qui est régional, qui est coûteux et qui est de grande qualité et on le diffuse sur la plateforme. Donc, pour moi, c'est là où il faut être aussi extrêmement cohérent dans nos stratégies. Et c'est pour ça utiliser les réseaux sociaux pour faire du teaser, pour ramener vers la télé, ça fait du sens. Demain, donner de la valeur à ces réseaux sociaux en donnant nos contenus gratuitement aujourd'hui à leurs utilisateurs, c'est là où je trouve qu'on se marche un peu sur les pieds. Donc c'était le premier point. Mais après la Réunion, oui, c'est ce que j'expliquais en premier niveau, en tout cas en antenne Réunion, on avait développé une stratégie qui est assez, on n'a pas réinventé le monde là-dessus, on était sur de la catch-up, sur nos sites évidemment, on était sur aller chercher du teaser pour amener les jeunes sur les réseaux sociaux, mais surtout pas donner la valeur et la valeur intrinsèque de nos contenus aux GAFA, et évidemment après aller chercher de la stratégie en mix 360 pour se dire comment est-ce qu'on va aller avec notre écosystème digital et télé, offrir une offre différente entre ce qu'on va diffuser en télé et ce qu'on va diffuser sur nos sites. Alors, merci pour le commentaire. D'ailleurs, j'en profite aussi pour préciser qu'aujourd'hui, dans d'autres zones, et en particulier en Europe, ce phénomène de rapatriement des audiences en centrale dans les médias est en cours, et ce qui donne d'ailleurs l'occasion à beaucoup de chaînes ou de médias de lancer leurs propres initiatives. Donc la question qui suit pour moi est de dire aujourd'hui, on reparlera des producteurs tout à l'heure, mais quelles sont les actions que vous menez, les nouvelles actions? Alors on peut penser au podcast, on en a parlé l'autre jour aussi, on a parlé des chaînes fast. Quelles sont les nouvelles initiatives que vous êtes en train de lancer et dont vous pouvez parler justement pour capter ou garder votre public et éviter qu'il aille se disperser chez des partenaires qui ne sont pas forcément
des partenaires de choix de qualité en fonction des critères d'engagement, de respectabilité et de politesse, hein, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, la politesse, elle n'existe plus depuis longtemps. Je vais laisser les autres répondre, mais déjà, juste une correction. Ce n'est pas notre public. C'est là ça la différence, en fait. C'est que le public ne nous appartient pas, en fait. C'est comme ça qu'il faut... Vous appartenez au public. Oui, oui, mais vous avez dit votre public. Oui, mais en fait, ça ne le nous... public. Oui, voilà, le public. Et encore, c'est les publics. C'est quelle cible on veut. En fait, c'est en fonction de nos contenus. Et on définit, en fonction de nos contenus, de se dire comment on le fait, comment on l'expose. Parce qu'aujourd'hui, le public, la télévision, on a l'impression que, ah ouais, on a 8 personnes sur 10 à nous regarder. Et on se dit que c'est notre public, mais ce n'est pas notre public, en fait. C'est considérer qu'il y a plusieurs publics. Et après, de se dire, et après, c'est chacun nos stratégies. Mais là, pour le coup, on est en compétition. Donc, en fait, on ne peut pas trop révéler ce qu'on veut faire demain. Mais de se dire comment on va convaincre, quelle cible on veut, et qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil et qu'est-ce qu'on va utiliser comme contenu pour aller atteindre ce public-là. Alors, est-ce que je peux rebondir là-dessus? Justement, là, vous me tendez. Justement, c'est fait pour ça. Voilà, je vous remercie. Alors, effectivement, quelle est la cible et qu'est-ce que les gens attendent de nous? Alors, ça me permet de faire un parallèle triple avec les producteurs aussi qui sont présents ici. Le sujet, c'est qu'effectivement, je reviens sur le combat qu'on a par rapport au SIG, les discussions qu'on a eues sur le SIG, sur les pourcentages qui sont investis sur nos territoires en matière de politique d'information gouvernementale sur les grandes campagnes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Il y a une hérésie totale. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui donc l'État français qui nous explique à travers le SIG, ah mais si, bien sûr, nous faisons des campagnes sur Facebook. Formidable. Alors, c'est quand même un peu la double peine. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser de l'argent public sur des campagnes d'information et on les diffuse donc sur des médias type GAFA qui donc en fait sont une ressource publicitaire en moins pour nous, d'une part, mais d'autre part, en fait, qui n'atteignent pas du tout leur cible. Parce que c'est faux. Ceux qui atteignent leur cible, ce sont les médias qui sont représentés ici, c'est-à-dire les chaînes qui sont aimées de leur public et qui sont des chaînes de proximité. On a un autre sujet, c'est que tous ces gens qui viennent prélever de la ressource sur l'ensemble du monde entier, hein, et en ce y compris sur nos micro-territoires, parce que ça ne leur suffit pas, effectivement, il faut vraiment qu'ils aillent chercher jusqu'au bout du dernier petit caillou possible, ne réinjectent pas, en fait, jamais cet argent dans le système. Cet argent, comme vous le savez tous, remonte dans des poches de fiscalité opaque, et en plus, cet argent n'est jamais réinjecté dans le système. Donc c'est une totale aberration. Donc encore une fois, lorsque l'État français nous dit on annonce sur Facebook pour des campagnes gouvernementales liées à des questions sanitaires et autres, effectivement, on est un peu en droit de se questionner en tout cas. Et là, j'en viens aux producteurs locaux, puisque l'un de nos combats aujourd'hui aussi, puisque le SIG nous a dit, nous l'important, c'est que que nos campagnes atteignent la cible. Pour atteindre la cible, encore faut-il la connaître, encore faut-il la respecter. Et effectivement, nous avons des spécificités, on le sait. Voilà, on a tous nos spécificités en Calédonie, en Polynésie, à La Réunion, aux Antilles. Et ce sont des spécificités. Et qui, encore une fois, font la richesse de notre pays. Eh bien, ce que nous, on a évoqué et qu'on souhaite défendre, c'est que les messages en question des différents ministères régaliens, ils soient adaptés à nos territoires. C'est-à-dire que quand c'est, sans faire de caricature, monsieur et madame Dupont
qui font effectivement une campagne, que ce soit sur le Covid ou les grossesses précoces ou d'autres sujets extrêmement importants, l'alcoolisme au volant, etc. et tout, ou les problématiques liées par exemple à la malbouffe, et ben, effectivement, si on voulait vraiment atteindre notre cible, on prendrait une star locale de Polynésie dans le sport, une star en Nouvelle-Calédonie, une star aux Antilles, qui ferait passer ce même message-là, mais là qui atteindrait sa cible. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin en fait de référents qu'ils connaissent. Et c'est pas effectivement en prenant des gens lambda entre guillemets qui ne sont pas, enfin dans lesquels ils vont pas se reconnaître. Que ces messages-là vont passer. Donc par rapport aux producteurs aussi, ce que nous souhaitons par rapport à ce type de programme-là, c'est effectivement que ces productions-là passent par des producteurs locaux et que ces budgets-là soient transmis à travers les producteurs locaux. Voilà. Merci. Alors sur les innovations, puisqu'on n'a pas eu de réponse du côté de Polynésie la première, est-ce que du côté de Canal, il y a des nouvelles idées, des nouvelles choses qui sont mises en place justement pour s'inscrire dans ce mouvement comme d'innovation? les autres, en fait, on fait des essais de communication. Après, il faut s'adapter. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça change et s'adapter à la cible. Si on cible plutôt un jeune, donc maintenant, c'est clair qu'il faut aller plutôt sur TikTok. Mais après, il faut chaque réseau a une façon différente de communiquer, donc il faut s'adapter sur chaque réseau. Donc ça, c'est pas une gymnastique facile à faire parce que TikTok, par exemple, c'est un nouveau support. Donc c'est une façon différente aussi de communiquer dessus. Et après, nous, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on a fait un pas en arrière, mais en fait, ce qu'on essaye, c'est de créer des rendez-vous et être plus présent. Et d'où aussi, on a créé la petite chaîne Pacifique Plus. Donc en fait, on essaie de résister. Très bien. Mathéatin. Juste pour revenir sur... je voulais juste donner un chiffre quand même qui est important. Il y a une étude qui a été menée ici l'année dernière. Je pense que ça vaut également pour la métropole ou pour d'autres régions. La télévision, l'écran de télévision reste quand même encore le média le plus puissant. Malgré le fait qu'il y ait Facebook et tout ça. Donc la difficulté, c'est qu'il faut qu'on travaille ce média qui est là, qui est important, qui est encore très puissant. Et il faut qu'on réagisse et qu'on anticipe l'évolution technologique qui, elle aussi, va très vite. Et c'est le rôle du commando composé uniquement de Laurence à TNTV, mais c'est commando puissant. Tu sais, mon commando, c'est elle et 3 autres personnes. Hein, voilà. Mais les commandos agiles, c'est peu de personnes généralement. Voilà, parce qu'après, ça devient des bataillons, ça et c'est des ingérable. armées. Mais une, c'est quand même, elle va travailler 24 heures sur 24. Voilà, donc du coup, il faut bien sûr faire en sorte, comme tu disais, il faut essayer d'être sur tous les supports. C'est compliqué. Nous, comme l'a dit Chahine, nous, on doit en plus trouver du financement, même si on est soutenu par le pays. C'est jamais très compliqué. Il y a une échéance pour ce qui nous concerne qui arrive là au mois d'avril. On ne sait pas à quelle sauce on va être dégusté à partir du 1er mai. Voilà, tout ça complexifie notre travail. Et au-delà de ça, il faut qu'on puisse continuer à être réactif. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées. On a dernièrement, là, on est diffusé, comme tu disais, Pascal, sur Samsung Fast. Enfin, j'y connais rien, moi, ces nouvelles technologies. C'est pour ça que Laurence est là. Donc, on est diffusé sur Samsung TV Fast. Voilà. Donc, du coup, sur tous les écrans Samsung, il y a un logo TNTV qui est cliquable. Donc, c'est le fruit de travail qui a été important, qui a été mené également. Et merci à Pascal pour son aide à Paris, pour nous aider à trouver, à avoir de nouvelles idées. Ah oui, non, donc le commando est en fait...
Voilà. Donc du coup, voilà, on essaye d'avoir des idées parce qu'il faut qu'on résiste. Hein, il faut que face à l'arrivée des images de l'extérieur, nous en plus, et ça vaut pour toutes les télévisions privées, ça vaut, je parle au nom de Maya. Maya, tu m'interromps si je dis une bêtise. C'est que nous, il faut qu'on se batte en plus quotidiennement pour du budget. Nous, pour diffuser la chaîne, à parler de la question du transport du signal. Pour diffuser le journal de TNTV, dans le ATNTV, pour le recevoir à TNTV, le signal fait le tour du monde. Donc, c'est un coût qui est très important, qui n'est pas pris en charge par l'État au titre du service public. Donc, on essaye de se débrouiller autrement. Donc, ça vient complexifier notre travail quotidien, même si c'est vrai qu'on est quand même, contrairement à d'autres télévisions purement privées, soutenues par le public, mais on sait très bien que voilà, rien n'est acquis, hein, rien n'est acquis. Et c'est pour ça que nous, comme je dis à chaque fois à TNTV, on est comme des requins. On dort, on meurt. Voilà. On n'a pas le droit, donc du coup... Donc, du coup, il faut qu'on trouve de nouvelles idées. Et c'est vrai, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est vite dépassé par les nouvelles. Tous les mois, on découvre une nouvelle technologie. C'est TikTok, c'est Instagram. Alors, tout récemment, j'ai découvert une nouvelle application. Parce que j'ai ma petite qui est en métropole qui me parle de... Je me suis dit, mais... Il faut qu'on revienne à quelque chose de... Alors, le choix qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on suit cette évolution effrénée et voilà, ou on revient à quelque chose de plus posé, on revient à notre métier de base qui est de faire de la télé, de revenir à quelque chose de plus posé. C'est un vrai choix, hein, qu'on mène. De se dire qu'en fait, l'essentiel, c'est notre rôle. Quel est notre rôle envers nos populations ? Et après, ce sont juste des outils. De se dire, nous faisons des documentaires, nous faisons de l'info, nous faisons des magazines, des jeux pour se divertir, parce que les gens, ils aiment aussi se divertir. Mais c'est après, c'est comment prévenir, comment informer les gens sur quel outil, le réseau social, d'aujourd'hui TikTok, demain autre chose, c'est comment on s'adapte. Et justement, en fait, l'enjeu, c'est la technologie qu'on doit avoir pour aller vite et une équipe assez mobile pour aller voir et dire voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, adaptons-nous, quoi, en fait. Après, nous, il faut que, après, en tant qu'entreprise, il faut qu'on s'adapte. Mais l'enjeu, c'est ça, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on perde l'essence de notre rôle dans la région, dans notre pays. Et après, quand même, qu'on soit à l'affût, qu'il y ait des tours de contrôle qui disent, eh bien là, il faut s'adapter, quoi. Là, aujourd'hui, il y a l'audio qui aussi nous arrive. Donc, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on fasse de l'offre podcast, parce que les gens, ils aiment entendre, ils aiment écouter nos histoires, juste nos histoires. Et puis, c'est peut-être un média où... Pour nos pays, les gens qui ne veulent pas se faire filmer, tout ça, de se dire peut-être qu'ils vont s'ouvrir plus. Et donc, voilà, ça fait partie des choses. Mais on va tester. Et puis, on reviendra l'année prochaine pour vous dire ce qu'on a testé. Mais en tous les cas, c'est vraiment le challenge. Ce sont nos équipes qui doivent s'adapter. Et notre offre qui doit s'adapter aux différents publics qui sont là. Parce que toujours, le public ne nous appartient pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'il est 55. Wallace. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est aussi une réflexion. Hein, et je trouve que d'abord, je salue le fait que je pense qu'au bout de 20 ans, on a cette réflexion-là ensemble. Et voilà. Malgré le fait que j'invite tous les ans Mathiata, ben, elle ne vient pas. Non, je plaisante. Non, je disais simplement que quand on revient sur l'angle du FIFO, hein, le point de vue du FIFO, au départ, ben, on se battait pour que les autres s'intéressent à nous, etc. Aujourd'hui, ce que j'entends chez vous, c'est qu'avec les GAFA, etc., ben finalement, c'est la manière de se défendre, c'est de s'intéresser à nous, à nos pays, quoi. Finalement, et que la beau être Netflix avec tous ces milliards que tu dis, mais quand tu parles de la météo de Polynésie ou de la sortie des classes, tout ça, ben les gens vont s'intéresser à ça. C'est notre manière de résister. Donc, finalement, il y a cette... le fait que ça se dessèche un peu la partie flux, stock plutôt, se développe le flux de, voilà, etc. Donc ça, c'est très important. Donc comment on fait pour financer, pour, voilà, etc. Donc ça, c'est une réflexion intéressante et qui a changé finalement le paysage, quoi, par rapport au début du FIFO.
C'est la première chose. La deuxième chose que je dis aussi, par rapport à l'Océanie, quoi, hein, et nos différents pays, mais je pense que ça doit être vrai aussi à La Réunion, c'est qu'il y a des enjeux de pays. C'est-à-dire que nos pays se disloquent un peu. C'est-à-dire qu'on a besoin de recréer des communautés de vie. C'est vrai en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un peu le bordel chez nous, mais c'est vrai en Polynésie, etc. Et là, le rôle des télévisions régionales est essentiel. Voilà. Puis la troisième chose que je vois, c'est que finalement, vous ne parlez plus de télé seulement. Tout de suite, vous débordez sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça veut dire qu'il faut inventer ce concept-là. C'est quoi les télévisions régionales, ou qui s'appuient aussi sur machin, les trucs, les réseaux, tout ça. Il y a peut-être des choses qui intéressent une région. Moi, j'étais très frustré en Calédonie, par exemple. Je préside l'association de la fête de la pastèque à Tiga. Ça n'a pas été très couvert par la Nouvelle-Calédonie première, et je suis ben voilà, c'est un peu scandaleux. Mais je crois qu'il faut inventer peut-être des choses où finalement, dans la hyper proximité, on puisse avoir des choses, parce qu'il y a des gens dans les associations qui se battent, des pêcheurs, qui sont il faut faire connaître, et puis c'est la fierté de nos pays. Voilà. Donc voilà, c'est une réflexion que je partage avec vous, et c'est vrai qu'après se posent toujours les questions de financement, tout ça, mais on est obligé de plus en plus de dialoguer ensemble, parce qu'il faut trouver des solutions ensemble. Et puis aussi, ce qui nous sauve, en tant que télé régionale, c'est que les gens nous aiment. Et ça, c'est important, cette relation avec le public. C'est-à-dire que si les gens ne nous aiment pas et on se devient une télé hors sol, et ben, ça sera terminé. Et il faudra qu'on fasse comme les GAFA, c'est-à-dire vendre et tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ce qui nous sauve vraiment, c'est que quand on passe un documentaire sur Mataoutou, sur Tahiti, en fait, les Calédoniens aiment regarder les Océaniens, aiment notre télé. Et ce que nous faisons, mais on a lancé aussi avant avec Wallace, c'est-à-dire c'est d'accompagner notre production. Les documentaires sont accompagnés avant ou après le documentaire. On va auprès de la population, parce que la population a besoin de parler, de toucher les gens qui ont, donc les producteurs et les réalisateurs. On les emmène auprès de la population pour que les populations fassent comme nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire discutent avec ceux qui ont fait la télé, quoi. Et il y a aussi, c'est vrai, il y a les réseaux sociaux, hein, donc on se dit, allez, on va publier, et puis à des inconnus finalement, parce qu'ils ont des surnoms quand ils nous parlent. Mais il y a aussi l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, et ce qui nous sauve, c'est que nos publics nous aiment, notre population nous aime, et donc allons à leur rencontre et gardons ce lien très fort. Parce que quand elle ne nous aimera plus, ben là, je pense que on peut mourir même si on n'est pas des requins, quoi. Merci. Alors, je vais forcément rebondir sur le fait qu'effectivement, nos populations nous aiment. On en a eu des exemples flagrants. On a eu une télévision qui existe depuis 25 ans en Martinique, dont le slogan d'ailleurs est ATV, c'est ma télé. Et cette télévision s'est retrouvée en extrême difficulté financière, sur le point d'être liquidée. Donc c'est-à-dire qu'en fait on avait se retrouvé sans télévision locale en face de Martinique Première. Et bien qui est venu au secours de cette télévision? C'est ni plus ni moins, avant tout, le public. C'est-à-dire que à 15 jours de la fermeture de cette chaîne, finalement, on a demandé à la population si elle avait envie que cette télévision disparaisse. Eh bien, à coût de 5 €, à coût de 1 €, à coût de 10 €, eh bien, cette télévision a été sauvée par la population martiniquaise, qui a mis suffisamment d'argent pour, en tout cas, pallier au fait qu'elle ne soit pas liquidée, et ça a amené d'autres investisseurs effectivement plus importants. Alors la situation n'est pas non plus facile, mais cette télévision existe toujours aujourd'hui et permet le pluralisme, encore une fois, avec Martinique Première. Après, encore une fois, oui, on a heureusement encore aujourd'hui des populations qui aiment nos chaînes de télévision. Antenne Réunion est leader depuis plus de 20 ans sur l'île de la Réunion, et même si c'est extrêmement compliqué,
c'est une télévision qui est aimée par ces populations. Sans évidemment citer TNTV, qui est la chaîne du pays et qui est très aimée, comme on le sait aussi. Voilà. D'autres questions? Oui. Bonjour, moi je voulais savoir l'âge moyen de l'audience de vos chaînes. Lors du dernier sondage Médiamétrie, donc l'audience moyenne de TNTV est de, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas me tromper, est d'environ 30 ans. Hein, l'âge moyen. On est la chaîne la plus regardée chez les 15-25 ans et chez les 25-39 ans. Voilà. Mais en moyenne, l'audience est d'environ 30 ans, trentaine d'années. Hein? Ce qui est relativement jeune par rapport à ce qu'on constate sur d'autres territoires, en particulier en métropole. Hein, où, oui. Mais Maya, ici, 70% de la population a moins de 39 ans. Il y a ça qui joue. Oui. Maya, pour Antenne Réunion? On est sur, alors on s'aperçoit qu'on a aussi des populations, enfin en tout cas c'est le cas à La Réunion, j'aurais pas forcément la même sensibilité et fiabilité sur les autres territoires. On est sur des populations qui évoluent très vite. Donc on a vu effectivement ces dernières années notre audience vieillir. Il y a encore 5 ans, on était dans la première tranche des 30 ans. Là, on s'approche plutôt vers la seconde tranche, enfin même fin de la seconde tranche des 30 ans. Donc on voit notre audience vieillir, hein, on ne va pas là-dessus. Et effectivement, même si on reste également, nous, en cette réunion, comme le disait Mathéata pour TNTV, la chaîne la plus regardée chez les plus de 13 ans, on voit quand même que malheureusement la télé, l'audience de la population qui la regarde vieillit sur nos territoires aussi, probablement moins vite qu'en métropole, mais elle vieillit aussi. Alors sur la Martinique, on peut dire, et d'ailleurs je pense aussi, enfin, sans avancer sur l'ensemble de nos médias, j'ai envie de dire, ça dépend aussi du programme. C'est-à-dire que là où on a des programmes locaux et un moyen un véhicule d'expression pour les populations, on balaye quand même vraiment assez large, parce que ça dépend aussi effectivement de s'il s'agit de jeux concours, par exemple de chant, de cuisine, de programmes de talk locaux, et après effectivement s'il s'agit de programmes extérieurs, on va avoir une population qui va être totalement différente. Donc voilà. Ok, merci. Du côté de... Après, pardon. Juste Pascal, juste en précision, c'est qu'aujourd'hui sur les territoires, ce qui est en tout cas, et c'est un des sujets qu'on a avec Médiamétrie, ce qui est très mal mesuré, c'est tout ce qui est nos programmes qui sont vus sur nos sites. Donc c'est là où on sait que par contre on a toute une population plus jeune qui viendrait rajeunir notre audience, qui aujourd'hui n'est pas forcément mesurée. Je rappelle que Médiamétrie travaille depuis plusieurs années justement sur l'extension de la mesure des audiences. C'est prêt en métropole, mais dans les territoires, c'est plus compliqué puisque les modalités de sondage ne sont pas les mêmes. Exactement. C'est pour ça qu'on a effectivement que l'audience télé. On n'a pas tout ce qui est les extensions sur les autres devices. Okay. Une dernière question? Oui, je vois. La dernière sera peut-être pour toi, pour moi, je ne sais pas. Je voudrais juste, c'est pas une question, c'est une remarque générale. Je dirige un groupe de radio privé ici à Tahiti. J'ai une régie publicitaire et puis je suis aussi producteur audiovisuel. Donc voilà, ça fait 22 ans que je suis invité de ce pays. Ce que je voudrais dire, et je voudrais saluer ce qu'a dit Maya au début, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord, c'est qu'il faut mettre du sens dans nos médias, c'est-à-dire qu'il faut produire des programmes de qualité. Et pour produire des programmes de qualité, naturellement, il faut de l'argent, peu importe d'où vient l'argent, mais il va aider à produire des programmes de qualité. Et plus on produira des programmes de qualité, tant en radio qu'en télévision, plus on aura de chance d'intéresser les gens en leur racontant des histoires qui vont leur parler. Ça, à mon avis, c'est le socle de toute l'histoire. Pour les réseaux sociaux, très concrètement, moi je vais vous dire ce qui se passe à Tahiti parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une régie publicitaire et la régie publicitaire consiste à aller chercher de la pub. Donc aller voir les clients qui, tous les jours, et depuis des années, donnaient de l'argent à la télévision locale, donnaient de l'argent aux radios privées, donnaient de l'argent à la presse locale qui aujourd'hui, globalement,
donnent, pour certains d'entre eux, plus de la moitié de leur budget publicitaire à Facebook. Voilà. Ça, c'est la réalité du terrain. Ce qui veut dire que, globalement, quand il y a 10 ans, une radio locale à Tahiti faisait à peu près 100 millions de francs de chiffre d'affaires par an, 100 ou 120 millions, ça peut être 1 million d'euros à peu près. Aujourd'hui, cette même radio locale fait, on va dire, 70 millions de francs, c'est-à-dire a perdu plus de 35% de son chiffre d'affaires. Donc on est aujourd'hui confronté à cette réalité et à une réalité qui implique de changer nos modèles économiques. Changer des modèles économiques et avoir d'autres idées. Voilà, tout simplement, pour essayer de résister aux GAFA. Donc moi, je vais vous dire ce qu'on a fait, nous, de notre côté, parce qu'on parle de télévision. Nous, on a développé un programme de télévision dans les bus à Tahiti. Un réseau de bus avec des bus qui, chaque mois, déplacent 75 000 personnes sur 3 lignes. On a développé un programme de télévision dans les agences postales de Tahiti qui accueille chaque mois 120 000 personnes, parce qu'on parlait de chiffres et d'audience. Voilà. Et on a développé un programme de télévision dans les bateaux, et on espère le développer très très loin en Polynésie, qui nous permettent de toucher chaque mois 100 000 personnes. C'est un programme de télévision d'accompagnement sans le son, qui se développe aujourd'hui pour partie en partenariat avec TNTV. Je voudrais remercier Mateata. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut être inventif, qu'il faut être créatif, qu'il faut effectivement, et c'est absolument incroyable, penser qu'aujourd'hui, le secteur privé, et grâce à des actions de lobby de syndicats, va aller chercher de l'argent public finalement pour subvenir et subsister et résister à ce qui se passe autour de nous. Mais j'en reviens à ce que je disais au début. L'essence même de nos métiers, c'est de faire des choses qui ont du sens, des programmes qui parlent aux gens. Peu importe le support, peu importe le format, mais je pense qu'il faut faire des choses qui parlent aux gens, leur parler dans la langue qu'ils écoutent également. On parle beaucoup vous parliez des réseaux sociaux. On est dans un pays où la langue polynésienne, Mateata pourra en parler mieux que moi, je veux dire souffre absolument. Voilà, que la langue qui domine est aujourd'hui la langue française. Moi, ça fait 22 ans que je fais des études d'audience dans ce pays. J'ai vu comment les journaux en langue française avaient gagné de l'audience et comment les journaux en langue tahitienne en ont perdu, même si ça reste fort. Voilà. Donc il y a un vrai travail de fond à faire pour sauver l'essentiel de nos métiers, c'est-à-dire donner du sens à nos contenus. Voilà, merci beaucoup. Merci. On a le temps pour une dernière question. C'est pas vraiment une question non plus, et ça rebondit sur ce que tu dis. Si je me mets du côté du public, ce qui est important, c'est le respect du public. Ne pas penser que le public veut... Pourquoi le public se détourne de la télé, pourquoi le public va se diriger vers d'autres plateformes, et pourquoi aussi, je pense, de plus en plus, le public se détourne de Netflix. C'est, pardonnez-moi l'expression, mais parce que peut-être on nous prend pour des cons avec ce qu'on nous montre. Et ça, c'est une notion de respect qui est importante. Pourquoi un documentaire n'aurait sa place qu'après une fiction du dimanche soir? Quelle est la raison? Le maître mot, voilà, je me répète, c'est le respect du public. Là, je sors de ma position de créateur, mais de public. Pourquoi, voilà, je pense qu'on se détourne de la télévision. Je ne parle pas de vous. Hein, de la c'est une des spécificités de la télévision régionale, justement, c'est le respect de son public et de son audience. Mais les grandes chaînes et tout ça, quand on voit, excusez-moi, mais quand on voit les programmes de Cyril Hanouna, que j'ai regardé 1 ou 2 fois, on prend vraiment les gens pour des cons. Il faut arrêter avec ça. Il faut respecter le public et ne pas penser qu'ils veulent seulement voir des programmes de mauvaise qualité. Je veux juste répondre. Merci pour cette réflexion. C'est pour ça qu'à TNTV, on est en partenariat avec M6, TF1 bien évidemment, mais également avec des chaînes comme W9, voilà, avec qui Shaheen, grâce au travail de Shaheen, avec qui on peut négocier l'achat de programmes. Et on a décidé à TNTV justement, par respect pour nos téléspectateurs, de ne pas diffuser des programmes comme des programmes trash, les ch'tis à je ne sais pas où, ou les machins à je ne sais pas où. Ça, on pourrait le diffuser. On aurait également la possibilité de diffuser une émission qui était représentée par un œil. On l'a diffusée 1 fois et on l'a plus fait, voilà, par respect pour Secret Story, voilà. On l'a fait 1 fois et puis on s'est rendu compte que ça abêtissait plus qu'autre chose.
on a fait le choix à TNTV de mettre de la production locale dès 19h. Dès 19h, bon, notre production locale a un peu de mal face au journal en français de Polynésie Première, mais on a trouvé d'autres idées. Voilà, c'est un choix éditorial. Oui, parce que on n'a pas envie de diffuser pour diffuser. Et comme dit Fred, et on est tout à fait en phase avec Fred, de plus en plus je veux que les programmes diffusés sur TNTV aient du sens, soient impactants, apportent quelque chose aux Polynésiens. Et c'est compliqué parce que ce type de programme, comme l'a dit Chahine, comme le dit tout le monde, ça coûte beaucoup d'argent. C'est plus facile d'acheter une telenovela, ça coûte beaucoup moins cher. C'est plus facile d'acheter les ch'tis à Petaouchnok, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Mais on a fait le choix de ne pas prendre ce chemin. Voilà. Et malgré tout ça, on est quand même critiqué parce qu'on l'a vu lors du Covid, où on se faisait traiter de nazis, de tous les noms, parce qu'on dans nos informations, on donnait une information que nous trouvions équilibrée et juste, et malgré ça, parce que effet Facebook et compagnie, où voilà, on a droit à toutes les théories fumeuses et machin, nous on a essayé de donner une information, nous je parle de Polynésie Première aussi, la plus juste, on s'est fait traiter de tous les noms. Donc c'est vrai, il ne faut pas qu'on prenne les gens pour des cons, mais il ne faut pas non plus que les cons, pardon. Il ne faudrait pas non plus que les cons nous regardent. Non. Et il ne faudrait pas non plus que les gens estiment que nous sommes des cons. Voilà. On sait ce qu'on fait. On va toujours entendre plus les gens qui sont contre un programme quelconque que la majorité qui vont être contents de ce qu'on voit. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est très bien ce que tu as dit parce que ça a permis de mettre au clair ce point-là. C'est vrai que pendant la Covid, on a été obligés, avant nos journalistes signaient leurs articles de leur nom et prénom. On a été obligés de transformer ça et de mettre que leurs initiales. Parce qu'elles se faisaient harceler, elles se faisaient parce que, soi-disant... Voilà, soi-disant, on ne donnait pas la bonne information et qu'on était tous des cons soumis au diktat de je ne sais pas quoi. Voilà, je veux dire, le respect, il est aussi dans les deux sens. Hein. On n'est pas là pour dénaturer quelconque message. On est là pour faire notre travail. Merci beaucoup en tout cas pour ta réflexion. Juste pour compléter ce que vient de dire Mathiata, le choix de Polynésie la Première depuis déjà quelques années, c'est de proposer des programmes concernants quasiment 5 soirs par semaine. On propose des programmes qui parlent des Polynésiens. Pour la place du documentaire qui est effectivement très importante et qu'on ne dénigre pas, mais qui n'attire pas forcément énormément de public, on a une case le mardi où on a des documentaires, des magazines, et dans la case Patitifa où on expose effectivement les documentaires qui sont proposés par vous. C'est peut-être un horaire qui vous satisfait pas, mais on essaie aussi de répondre au public, voilà, à ce que le public souhaite voir sur l'antenne. Donc voilà ce que je peux dire. C'est pour ça que j'ai dit que ma remarque ne vous concernait pas forcément les télés régionales, parce qu'il y a un effort, je sais qu'il y a un effort qui est fait pour nous les documentaristes. Voilà. Oui, en fait, sur le sujet, c'est sur les télés, sur l'importance. Mais en fait, vous soulevez un élément important, encore plus important, dont on a parlé ici, c'est là, ça nous donne la mesure de l'importance de ces télévisions. C'est-à-dire que votre espace d'expression, il est là. Et effectivement, tout à l'heure, quand on parlait de Cyril Hanouna ou d'autres phénomènes, etc., et tout, sur les grandes chaînes nationales, c'est pas le cas ici. C'est-à-dire que si demain ces télévisions-là n'existent plus, vous n'aurez plus aucun endroit pour vous exprimer. Voilà. Moi, je voulais juste dire un dernier truc. Juste, excusez-moi d'interrompre en complément. Par rapport à tout ça, c'était une réflexion qu'on avait menée à La Réunion et que je trouve que ça peut être intéressant, mais on ne peut pas le mener uniquement à notre échelle de médias. Il faut évidemment élargir à l'industrie audiovisuelle, même plus large, hein, parce que
pour moi aujourd'hui, ce dont on parle depuis le début, c'est de se dire ce qui est aujourd'hui la vraie valeur différenciante de nos médias, c'est ce qu'on produit et ce qu'on diffuse, c'est nos contenus, c'est-à-dire le choix qu'on va y mettre, la qualité et l'implication qu'on y met, contrairement aux autres plateformes. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a touché aujourd'hui. Et pour moi, il faut le mettre en lien avec ce qui est un produit, une marque territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve ça assez magique. Enfin, j'ai eu la chance de passer quelques mois à Nantes. Et je me souviens de me faire la réflexion dans un rayon où j'ai vu des jeunes qui ont... l'un disait, vas-y, on prend un coca, et l'autre lui disait, non, attends, on est bretons, prenons un Brest-Cola. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut, c'est que dans nos jeunes générations et nos populations, c'est montrer la valeur qu'on apporte et qu'on ait des produits locaux, qu'aujourd'hui, on contribue à créer, à tisser cet écosystème de culture et d'identité, et qu'on doit faire partie de ces réflexions, de dire, bah, aujourd'hui, on va choisir effectivement de regarder un programme d'une télé régionale plutôt que de regarder Cyril Hanouna, parce que ça valorise notre territoire, parce que ça nous enrichit et parce que c'est produit avec par nos frères, par notre population et par notre territoire. Je vous entends plus. En fait, c'est par rapport en tant que récepteur public. Moi, je consomme énormément enfin, je vais sur les plateformes, Netflix, etc. Donc, je consomme énormément. Et il y a un truc que j'ai apprécié dans mon comportement en tant que consommateur, c'est le fait que maintenant, j'apprécie énormément revenir sur les chaînes télévision parce que, en fait, j'ai plus besoin d'aller regarder un catalogue, le poncer comme ça et jamais pouvoir trouver un contenu. Alors qu'avec la chaîne, je l'allume, boum, j'ai des programmes. Et c'était aussi pour mon expérience dans le sens, pour vous rassurer, j'aime bien les choses finalement simples. Donc, essayer d'être en compétition avec le monde et justement les GAFAM, je ne suis pas sûre que ce soit une superbe idée parce que finalement, ce que vous proposez à la télévision, parfois ça fait du bien parce que c'est, comme vous dites, de la proximité. Et finalement, faites confiance à vos consommateurs parce que même les jeunes comme moi, on adore ça finalement. Et c'est super de se poser toutes ces questions. Et pour moi, il y a une question primaire qu'il faut se poser tout le temps. Et ça vient du marketing. Et je sais que dans le monde francophone, on n'aime pas trop le marketing. Et c'est what's in it for them. Qu'est-ce que les téléspectateurs, donc qu'est-ce que l'audience, qu'est-ce qu'elle y gagne de venir vous voir, de venir de regarder la télé. Et quand on a cette réponse, en fait, et qu'on leur donne, ils seront là. Parce qu'on ne peut rien faire du GAFA, de fond. En fait, c'est des outils, il faut les utiliser. On ne sait pas s'ils seront là demain. Mais on a tous grandi avec la télévision qui est diffusée tout le temps. Donc c'est un peu un socle qui peut disparaître s'il n'y a pas le financement derrière. Mais en répondant à cette question, qu'est-ce que l'audience a à gagner à venir voir vos programmes? À partir de là, on leur donne ce qu'ils veulent. Ils ont quelque chose à gagner, donc une valeur ajoutée. Et utiliser les autres plateformes pour les ramener. Et la stratégie de les ramener sur votre site internet, c'est génial parce que vous contrôlez cette plateforme. Alors que tous les GAFA, on ne les contrôle pas. Demain, peut-être il n'y aura plus YouTube ou Netflix. Tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Hiro Briquet et je suis intéressé par l'audiovisuel depuis, j'ai commencé en 98 et j'adore l'image, la science de la couleur, le marketing, la spiritualité aussi depuis une dizaine d'années. Alors, juste pour apporter une petite réponse, une petite anecdote, sur essayer de savoir ce que veut en fait notre audience. On a peut-être fait ça trop tôt. On a essayé on a interviewé la population en disant qu'est-ce que vous souhaitez voir à la télé. Donc, quand tu demandes ça aux gens, ils disent des documentaires, voilà, du programme local. On veut voir notre pays, et la vie des îles. Ouais, ok. On a décidé sur TNTV il y a quelques années de créer je pense que ça a un peu changé maintenant, mais on a dédié une soirée à la production locale. C'était le jeudi soir, c'était de
de 19h à la fin des programmes, c'était que de la production locale. Et lorsqu'on établissait nos sondages, on se rendait compte que c'était la soirée qui était la moins regardée. Donc, du coup, entre ce que les gens... voilà, c'est le syndrome Arte. Hein, on dit Arte, c'est génial, mais personne ne la regarde. Alors, une petite nuance, c'est pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. Quelle est la valeur ajoutée de venir regarder. Voilà, donc en trouvant ça, en fait, ils vont préférer venir regarder la télé parce qu'ils y gagnent quelque chose. Et pour en revenir après ça vient encore du marketing, c'est de leur donner ce qu'ils pensent vouloir en leur donnant ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire la valeur ajoutée, une fois qu'ils l'ont, cette valeur ajoutée, ben, ils vont revenir. C'est mieux là. Pourquoi? Et le divertissement aujourd'hui, on peut en avoir sous toutes les formes, avec toutes les plateformes. Donc c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Et c'est pas une compétition, et c'est d'utiliser justement ces plateformes. Non, c'est pas une compétition, mais quand on fait un divertissement où les gens participent et ils se voient, et ils se disent mais je passe à la télé. Et ben, je suis désolé d'intervenir, on doit libérer l'espace. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue l'année prochaine. Voilà. Mais là, on est obligé de libérer l'espace parce qu'il y a d'autres sessions qui arrivent.